Bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile 198, à 2 unités près de 200. Et pour fêter ce rapprochement, nous vous proposons une analyse en duo et je suis très heureux que ce soit mon ami Sylvain Schirman, professeur à Sciences Po Strasbourg, administrateur vice-président des RCA Odyssée et directeur du centre d'excellence Jean Monnet, ou du pôle d'excellence Jean Monnet de l'UNISTRA. Bref, une personnalité, un ami et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et à qui je suis très reconnaissant de participer à cette énième analyse en duo. Cher Sylvain, bonjour et bienvenue et merci. Merci beaucoup Faro pour cette invitation, c'est toujours un plaisir ces dialogues avec toi. Surtout pour les spectatrices et les spectateurs et aussi pour moi-même de t'écouter. Alors, aujourd'hui on va vous parler d'un film qui est un véritable bijou à voir, qui est un ovni d'une certaine manière et qui s'appelle C'est arrivé le 20 juillet de Georg Wilhelm Pabst, le grand Pabst. Et ce film date de 1955 et il parle de l'attentat manqué de Stauffenberg et de un groupe de militaires allemands contre Hitler en juillet 1944. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, 11 années à peine après le déroulement de cet attentat raté, malheureusement, ça aurait peut-être raccourci la durée de la guerre en Europe en tout cas, comment en Allemagne on considère cet attentat. Mais si tu permets, Sylvain, juste 2 mots sur Pabst. Pabst est un écrivain, oui, il a été écrivain, il a été metteur en scène de théâtre aussi, mais c'est un réalisateur autrichien qui a signé un certain nombre de films formidables, La Rue sans joie, Loulou, également des films, il a réussi Le Passage au Parlant, La Tragédie de la mine, qui est une espèce de film transfrontalier de solidarité franco-allemande avant la lettre, puisqu'il y a un accident minier dans la Sarre, et des équipes venues d'Allemagne et de France creusent des 2 côtés de la frontière pour venir en aide à des mineurs, un film qu'on a montré ici à l'Odyssée. Il a également fait l'opéra de Katsu, et puis il se trouve à Paris, en France, au moment de l'arrivée au pouvoir de Hitler, en 1933, il est en train de tourner Don Quichotte, une version anglaise, française et allemande d'ailleurs, et il va continuer à rester, il ne va pas être enthousiaste pour rentrer tout de suite en Allemagne. Il fera des films en France et aux États-Unis, pardon. En France, il tournera Salonique, Nid d'espion, qui était un film qui est célèbre, qui date de 1936. Et puis, dans les années 40, il va retourner en Allemagne. Il n'est plus citoyen autrichien, puisqu'il y a eu l'Anschluss. Il va faire un certain nombre de films, dont Paracels, qui va être considéré comme un film faisant des concessions au nazisme. Paracels, une figure qui était reprise par l'idéologie nazie, une figure allemande, de la culture allemande, qui était revendiquée par les nazis. Et puis, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il va signer, à propos de guerre, il a aussi fait 4 de l'infanterie en 1931, qui est aussi un film de réconciliation franco-allemande, je ferme cette parenthèse. Et après la guerre, il va faire un certain nombre de films. Il se réapproprie ou acquiert à nouveau la nationalité autrichienne, mais ça ne va pas l'empêcher de venir tourner en Allemagne. Il va tourner notamment un film qui s'appelle Le Procès en 1948, qui est très intéressant. L'action se situe en 1880, quelque part en Tchécoslovaquie, et une jeune fille disparaît, une bonne pure allemande, et évidemment ce sont les gens juifs, de confession juive, qui sont accusés. Il y a des antisémites populistes qui en font leur fonds de commerce, et c'est un film qui est très intéressant parce que il commence par dénoncer l'antisémitisme. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout si on se rappelle qu'en Allemagne, jusque dans les années 1957, Sylvain, on avait parlé, on l'avait présenté ensemble, le film
silencieux. On ne connaissait pas dans l'opinion publique allemande l'existence d'Auschwitz. On savait que c'était un camp de concentration, mais on ne savait pas que c'était un camp de la mort avec une destruction systématique. Il va aussi tourner en 1955 le film La fin d'Hitler. Alors c'est intéressant. Probablement le film La Chute s'en est quand même largement inspiré. C'est-à-dire cette ambiance de décadence et les plus proches les rats nazis qui quittent progressivement le navire, laissant Hitler seul à son destin de monstre satanique. Et il va tourner en 1955, enfin le film sort en 55, donc c'est 54-55. Le film, c'est arrivé le 20 juillet, donc vous voyez qu'il recommence à tourner après la Deuxième Guerre mondiale, j'oserais le dire, sur les chapeaux de roue, en quelque sorte. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il a aussi tourné Maison de fous, qui est un film très intéressant, que moi je considère comme une métaphore d'une époque, c'est-à-dire une jeune femme qui est malade du cœur. Eh bien, elle est hospitalisée et puis par quiproquo, elle est considérée comme une aliénée mentale et finalement, un médecin la déclare guérie, mais ce médecin lui-même est un fou qui est un usurpateur et donc on ne sait plus qui est qui et toutes les apparences sont sens dessus, trompeuses et tout l'ordre du monde, il est sens dessus, sens dessous. C'est une métaphore très intéressante. Alors venons-en maintenant à cette arrivée le 20 juillet. Sylvain, tu as la parole. Merci beaucoup. Le film est tellement riche que je ne sais pas par quoi commencer. Ce qui m'a d'abord fasciné dans ce film, du point de vue de la technique et de l'écriture cinématographique, c'est que le spectateur connaît le résultat d'avance, parce qu'il a au moins entendu parler une fois de sa vie de cet attentat du 20 juillet 1944, qui est un attentat avorté, puisqu'Hitler en réchappe. Mais ce qui est remarquable du point de vue de l'écriture cinématographique, c'est qu'on rentre dans la peau de ces personnages qui sont des conspirateurs, on tremble avec eux, on avance avec eux, et même si le résultat est connu d'avance, le spectateur espère quasiment jusqu'au bout que ce putsch réussisse, et donc, comme vient si justement de le dire Farouk, on veut bien croire à l'impossible. Donc, de ce point de vue-là, ce film en noir et blanc est une réelle réussite. Maintenant, sur le fond du problème, 1955, la sortie de ce film. En fait, en mettant en scène l'attentat de Stauffenberg contre Hitler, Pabst ne procède pas par hasard. 1954-55, c'est le moment où les Américains décident à l'Ouest d'autoriser le réarmement allemand, puisque c'est à la fin de l'année 1954, après l'échec de la communauté européenne de défense en août 1954, qu'un certain nombre d'accords réorganisent la sécurité européenne. On crée d'un côté une alliance qui s'appelle l'Union de l'Europe occidentale. Cette alliance, on l'intègre à l'OTAN, et un certain nombre d'États, je pense à l'Italie, mais surtout à l'Allemagne, sont obligés d'entrer dans cette Union de l'Europe occidentale, et en fait, on vient d'autoriser leur réarmement. Et donc, du coup, en 1955, le film a aussi pour objectif de mettre en valeur une image positive de l'armée allemande. Une armée allemande qui, à travers les conspirateurs de 1944, aurait été une armée résistante, qui voulait attenter à la vie du Führer, et dans ce cas-là, en fait, a été d'une certaine manière du bon côté de la barrière. En réalité, quand on regarde les choses d'un point de vue plus historique, on est obligé quand même d'avoir un regard beaucoup plus critique sur cette approche de la question. D'abord parce que le 20 juillet 1944, c'est un peu pour ces conspirateurs l'attentat de la dernière chance. L'attentat de la dernière chance parce que les Américains ont débarqué en Normandie au mois de juin 1944, donc on est un mois et demi après le débarquement américain, et donc on sait qu'en fait, à partir de ce moment-là, l'offensive vers le cœur du Reich a commencé à l'ouest de l'Europe. On sait aussi que depuis 1943 et le débarquement en Sicile, l'offensive
vers le cœur du Reich a commencé à partir du sud, c'est-à-dire qu'il y a une montée progressive. Donc, une des étapes dont il est question d'ailleurs indirectement dans le film a été la destitution de Mussolini, aussi par des cadres qu'il avait soutenus jusqu'en 1943. Et en juillet 1944, les soviétiques livrent à l'est la bataille de Koursk, qui est la dernière bataille sur sol soviétique, et à partir du moment où ils remportent ce qui est considéré comme la bataille par excellence des chars pendant cette Seconde Guerre mondiale, la confrontation de deux forces blindées remportées par les soviétiques, on sait aussi que de l'Est, l'armée rouge est en route vers le cœur du Reich. Donc ces officiers qui savent très bien lire une carte militaire savent que les jours d'Hitler sont comptés. Et donc, Faument, il le prépare d'ailleurs depuis 1943, avec des tentatives précédentes qui ont un peu avorté, ces officiers, en fait, jouent ou abattent la carte de la dernière chance. Et il y a une forme de naïveté chez eux qui consiste à penser que les Alliés vont accepter la constitution d'un nouveau gouvernement du Reich si l'attentat marche, une forme de naïveté aussi à penser que ces mêmes Alliés vont négocier avec eux les conditions de la fin de la guerre, et que l'Allemagne puisse, à partir de ce moment-là, se sauver. Or, tous les Alliés, dans toutes les conférences interalliées de la Seconde Guerre mondiale, ont expliqué, ça commence dès 1941, après l'invasion de l'URSS, qu'il n'y aura pas de négociation. Ce qu'on exige de l'Allemagne, quel que soit le gouvernement, c'est une capitulation sans condition. Point à la ligne, oui. Point à la ligne, oui, comme tu dis si justement. Et donc, il y a une forme de naïveté, il y a aussi une forme d'amateurisme chez ces conspirateurs de juillet 1944, parce qu'ils avaient prévu, en cas de succès du putsch, ça apparaît d'ailleurs dans le film, une espèce de soulèvement populaire dans une, c'est très intéressant de noter ça, dans une quasi-approche marxiste-léniniste du putsch, c'est-à-dire une avant-garde éclairée comme Elat, et la foule va s'embarquer là-dedans. À travers les syndicats nazis. À travers les syndicats nazis, puisqu'il est fait clairement allusion dans le film à la révolte ouvrière. Là aussi, deuxième illusion. Troisième illusion, ils avaient prévu un gouvernement qui aurait dû prendre les affaires en main si le putsch réussissait. Et là aussi, quand on regarde la composition de ce gouvernement que l'on connaît, à la tête de l'État aurait dû succéder à Hitler l'ancien général mis en retraite anticipée, le général Beck, qui est un opposant à Hitler dès les années 30 et qui est mis un peu sur la touche de la Wehrmacht en 1938, qui est, lui, sous surveillance. On aurait dû confier le poste de chancelier du Reich, c'est-à-dire de chef de gouvernement, à l'ancien maire de Leipzig, Karl Goerdeler, qui est aussi un résistant à Hitler depuis les années 30, mais qui est lui aussi de la même façon sous surveillance. Et puis alors, dans ce gouvernement figurait, c'est intéressant de le souligner ici, un Alsacien, puisque le social-démocrate, le SPD, Julius Leber, qui est alsacien d'origine et de naissance, avait fait en 1918 le choix de l'Allemagne, a donc continué sa carrière politique en Allemagne, a été emprisonné, et on spécule sur un emprisonné qu'on va libérer pour rentrer dans ce gouvernement. Pour l'anecdote, Julius Leber est quand même le leader du SPD, ou un des leaders du SPD, qui est intervenu le 14 mars 1933 au Reichstag, dans ce qui reste encore le dernier débat démocratique de la République de Weimar, puisque le Troisième Reich est installé quelque part au mois de juillet 1933. Lorsqu'Hitler, ce 14 mars 1933, demande la modification de la Constitution et le fait qu'on lui confie les pleins pouvoirs à une majorité des 2/3, c'était les textes de l'époque sous l'autorité du président de la République qui est encore Hindenburg, Julius Leber, au nom du SPD, s'oppose à cette mesure et croise le fer avec Hitler. Et c'est un débat démocratique où les arguments de Julius Leber font mouche. Hitler est très mal à l'aise dans ce débat démocratique, ce qui montre en fait que les nazis, quand ils sont confrontés à un argumentaire, à une discussion d'assemblée, eh bien n'emmènent pas large face à ces vieux routiers
de la politique allemande. Donc Julius Leber, ne soyez pas étonné qu'il soit mis sur la touche, qu'il aille en camp, et on le retrouve là. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment ce groupe d'officiers et de conservateurs allemands monte cet attentat avec une forme de naïveté et d'amateurisme, naïveté à l'égard des Allemands, naïveté à l'égard aussi du peuple allemand dont on attend un soulèvement, alors tout le monde sait que l'Allemagne en 1944, sous le poids des bombes et des morts qui reviennent, et sous le poids aussi des premières restrictions qui font mal sur le plan alimentaire, jusqu'en 1942-1943, on n'a pas tellement senti cette guerre en Allemagne, mais là on la sent. C'est une opinion publique un peu suiviste, un peu blasée, qui ne va pas du tout se soulever, avec un troisième élément qui est extrêmement intéressant. On spécule sur un gouvernement dont une bonne moitié des gens ne peuvent pas participer au putsch ou sont enfermés, ou sous surveillance de la part des nazis. Et donc, on n'est pas sûr qu'ils soient d'accord pour y participer. C'est une spéculation. C'est une spéculation, mais on peut imaginer volontiers, quand on connaît le passé de ces hommes, si le putsch réussissait, qu'on pourrait peut-être avoir là l'amorce d'un gouvernement. Après, autre chose que l'on peut remarquer, en fait, le putschiste chef, si je peux m'exprimer ainsi, est au four et au moulin. On demande à Stauffenberg non seulement d'aller à la réunion de l'état-major à la Schanze, près de Berchtesgaden, poser la bombe, mais on lui demande surtout de revenir très vite à Berlin, et revenir très vite à Berlin pour participer à quoi? Eh bien au soulèvement berlinois, à l'arrestation des principaux leaders nationaux socialistes, dans des putschs qu'on connaît à travers l'histoire. Le putschiste, vous excusez ce terme, se sacrifie. Et d'ailleurs, c'est le fait de dire à Stauffenberg qu'il faut quitter très vite la Schanze pour revenir à Berlin qui fait capoter l'ensemble. Et ça, Pabst le montre très bien dans le film. Parce que vous voyez cette serviette qui est posée à proximité d'Hitler, et puis, une fois qu'il a posé cette serviette à proximité d'Hitler, serviette qui contient la bombe, ben lui, il s'éclipse pour aller très vite rejoindre les complices qui l'attendent pour prendre un avion sur Berlin. Et c'est à ce moment-là qu'un autre officier déplace accidentellement cette serviette qui était placée sur la table. Et ça sauve la vie d'Hitler. Or, pour que le putsch aboutisse, il faut que vous soyez sûr. Et donc Stauffenberg aurait dû rester. Il aurait, en anticipant un peu la fin du film, où on voit l'exécution martiale de Stauffenberg dans le film, et où ces dernières paroles sur lesquelles on doit revenir sont « Je meurs pour cette terre sacrée d'Allemagne », ben, il aurait pu mourir à côté d'Hitler pour la terre sacrée d'Allemagne. Donc, ça, ces petits détails, ces éléments, cet amateurisme, mais en même temps, les espoirs et les craintes, je trouve que Pabst les met remarquablement en scène. Parce qu'on rentre, on est pris par l'ambiance. Alors, merci beaucoup pour ces éclairages. Tu as dit fort justement que le film est sur le plan de l'esthétique cinématographique est une grande réussite. Moi, je voudrais juste noter que le film commence par l'aube du 20 juillet. Alors, je ne sais pas si vraiment il y a eu des bombardements ce jour-là sur Berlin, mais par des bombardements. Et ça m'a fait penser, mais ça c'était nécessaire pour l'argumentaire, si on veut, de la thèse du film, enfin des putschistes, de ce putsch raté, qui disent, bon ben voilà, l'entêtement de Hitler à poursuivre la guerre va causer un véritable génocide. Et à la fin de l'introduction du film, c'est le personnage, le militaire en civil qui parle, il s'adresse à la caméra. C'est très intéressant. Mais ce génocide, ce n'est pas le génocide des Juifs, c'est le génocide du peuple allemand qui est victime innocente des bombardements alliés, inexorables à partir du moment où l'Allemagne nazie s'entête dans la guerre. Et ça m'a fait penser à un livre que d'ailleurs toi, et je t'en remercie, m'avais recommandé de lire, de la destruction de Sibach. Sebald. Sebald. Ah, voilà. Gustav Wilhelm Sebald. Voilà, qui est un livre, un essai remarquable, où il parle justement de la littérature allemande, parce que c'est vrai que la population allemande, de facto, a été meurtrie par des bombardements terriblement meurtriers, Dresde et ailleurs. Et dans la littérature allemande, eh bien, ces bombardements sont
en général, non pas utilisé pour faire une espèce d'approche on est victime aussi, donc on renvoie dos à dos les camps, mais plutôt de dire que c'est au fond une espèce de punition inéluctable à partir du moment, à la suite de tout ce qui avait été fait par l'agressivité nazie, l'agressivité criminelle et meurtrière. Et donc, comme une espèce d'auto-mortification. Et donc, le film commence aussi comme ça. Et ça, c'est intéressant. Si tu veux dire après quelque chose sur Sebald, s'il te plaît, fais-le. Ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi, et ça, c'est le point faible du film, mais Pabst ne peut pas échapper aux pesanteurs idéologiques, sociologiques, au mode de pensée dominant de son époque, de 1955. On essaye de faire une espèce de certificat de virginité à l'armée, à la Wehrmacht, à l'armée allemande, dont tout le monde sait qu'ils ont participé aux crimes de guerre qui ont été utilisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les SS et de l'autre la Wehrmacht qui serait pure. Les concours de photos juste avant que quelqu'un meure, c'est la Wehrmacht qui les faisait, ce n'était pas les SS. Donc il y a eu des expositions d'ailleurs très éclairantes à ce sujet et c'est quelque chose qui est important de voir que Pabst là est obligé de céder. Et, au fond, cette armée allemande, elle est pure et tout juste si elle a été obligée d'accompagner, c'était passivement les crimes nazis, c'était à cause du rapport de force et de la pression énorme à laquelle elle était soumise. C'est un peu court, jeune homme. On aurait pu dire parfois 1000 choses en somme à ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que le film montre aussi cette espèce de spiritualité profonde, puisqu'au départ, Stauffenberg, avant d'aller accomplir l'attentat, va dans une église. Et en même temps, il est obligé d'en parler, puisque c'est dans le scénario. Mais en même temps, il y a une espèce de compensation de bémol. C'est ça le jeu qui est parfois un peu de ruse qu'un auteur est obligé de faire. Il y a, je crois que c'est le concierge de cette église protestante qui dit tiens, regarde son épouse, il y a un homme qui est sorti, on a l'impression qu'il est confronté à choix cornélien et au mal. Il est la figure de l'ombre inquiétante d'une certaine manière. Ça désamorce un peu. Et puis, comme tu l'as dit tellement justement, c'est vrai que la faiblesse de cet attentat, c'était de ne pas avoir utilisé comme kamikaze, en quelque sorte, Stauffenberg. Et d'ailleurs, à la fin du film aussi, il y a un général dont tu vas me rappeler le nom, qui arrêté, un des putschistes, on lui propose de se suicider, comme on l'a proposé d'ailleurs à Rommel, qui apparaît de loin par un coup de fil venant de Normandie dans le film. Et il dit non, je ne vais pas me suicider parce que je considère que j'ai des choses à dire au tribunal, comme s'il était possible d'envisager une seule seconde un tribunal qui ait un minimum d'apparence d'objectivité, ce qui n'a pas été le cas, et tu pourras en dire deux mots si tu veux bien. Donc c'est un film qui est très intéressant parce qu'il montre comment on représente cette conspiration, comment on essaye de doter dans cette période de 55 où le réarmement est de nouveau à l'ordre du jour, l'armée d'un certificat de virginité en quelque sorte, qui est quand même équivalent à un certificat de virginité qui serait accordé à une péripatéticienne ultra expérimentée et professionnelle. Donc ça c'est quand même en filigrane du film. Et tu as la parole. Merci beaucoup. Peut-être deux mots sur Sebald au départ. Ouais. Son petit opuscule sur la destruction, c'est cette interrogation de fond. Les bombardements, l'action des Alliés en Allemagne qui a provoqué un certain nombre de destructions ne peut pas ne pas avoir laissé de souvenirs à la population allemande. Et il évoque dans la destruction qu'un bombardement, ça a des odeurs de bombes, de soufre, de chair déchiquetée, de bruit, et il cherche à comprendre pourquoi
dans les témoignages, la littérature, les récits allemands des années 50, on ne trouve nulle trace de cela. C'est-à-dire comprendre un peu cette occultation, là où lui va partir en permanence à travers son œuvre littéraire à la quête de ces détails qui mettent en avant cette destruction qu'a subie l'Allemagne, non pas pour accuser les Alliés d'avoir provoqué cette destruction, mais pour faire réfléchir les Allemands sur l'amnésie dont ils entourent un certain nombre de choses de la Seconde Guerre mondiale, y compris ça. Et donc, l'amnésie, si je peux faire maintenant une petite transition, on la voit partiellement chez Pabst aussi dans le film. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ces militaires qui sont présents là et ce groupe qui est présent là, ce sont des membres en 1931 du front de Augsbourg, c'est-à-dire du front des extrêmes allemands, droite extrêmement conservatrice et nationale-socialiste, qui veulent un peu, si vous voulez, sauver cette République de Weimar qu'ils estiment être déclinante et surtout sauver l'Allemagne de la menace rouge. Parce que dans la réalité des faits, à partir de 1930, il y a deux partis politiques qui progressent sur la scène politique allemande, les nationaux-socialistes et le Parti communiste. Et donc, c'est l'idée, eh bien, faisons un bout de chemin, d'ailleurs c'est ça qui va le conduire au pouvoir avec Hitler, parce qu'avec ce Hitler, un, l'Allemagne ne sera pas rouge, et deux, on va pouvoir revenir sur certains dispositifs du traité de Versailles, on va pouvoir réviser l'ordre européen en l'accompagnant sur la question des minorités, sur la question des frontières en Europe, dont la droite conservatrice allemande a fait son lit aussi. Revendication. Donc, comme j'ai coutume souvent de le dire, en 1933, où sont les résistants à Hitler? Certainement pas dans les milieux qui ont fomenté l'attentat du 20 juillet 1944. Les résistants à Hitler sont à gauche. Et quelques personnalités isolées, comme Konrad Adenauer, qui va, lui, être en résidence surveillée. Alors que les communistes sont interdits pourchassés, alors que le SPD peuple le camp de concentration de Dachau dès juin 1933, et que certains leaders de la jeunesse socialiste allemande, je pense à Willy Brandt, quittent l'Allemagne, s'installent en exil en Norvège, d'où ils reviendront clandestinement en Allemagne à plusieurs reprises, distribuer des tracts, tenir des réunions de cellules. La résistance est là, elle n'est certainement pas chez les conservateurs. La résistance des conservateurs commence à peu près en 1938 avec quelques figures isolées, dont le fameux général Beck, mais pas encore les Stauffenberg et ce qu'on va appeler le cercle de Kreisau. Pourquoi 38? Eh bien, Hitler a éliminé les anciens cadres en 1937. Il y a eu deux étapes, tout le monde se souvient. 34, nuit des longs couteaux, ça c'est interne au parti, c'est mettre de l'ordre dans le parti. 37, l'élimination des conservateurs du front de Augsbourg. Et là, vous avez par exemple un von Neurath, qui est ministre des Affaires étrangères, qui est remplacé par von Ribbentrop, un nazi de la première heure. C'est là que Keitel devient, il est dans le film d'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée. Et donc là, le général Beck est mis sur la touche, parce que lui critique cela. Vous avez des gens dans ces milieux conservateurs qui pensent qu'en 1938, après l'Anschluss, l'affaire de Munich, on a ce qu'il faut, et que ce n'est pas la peine de partir, voilà, d'aller au-delà et de partir à l'aventure. Or, Hitler veut cette aventure, ce Reich millénaire. Donc là, ils sont quelques-uns à le quitter. Mais l'essentiel reste. Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank, qui va rester jusqu'en 1943, c'est en 1943 qu'il démissionne. Et c'est là que se fomentent un peu ces éléments. C'est-à-dire là quand on sent que l'Allemagne est perdue et a perdu la guerre. Donc, ça, Pabst le passe complètement sous silence en choisissant d'attaquer ce film par le moment attentat et en ne voyant pas du tout ce qui s'est passé auparavant. Et là, je voudrais dire quand même deux mots. Dans ces milieux conservateurs,
Stauffenberg termine dans le film par cette idée « je meurs pour la terre sacrée de l'Allemagne », ils avaient un projet pour l'Allemagne, ce n'est pas simplement un putsch. Ils voulaient discuter des alliés, avec les alliés, pardon, d'une organisation européenne, reposant sur de l'intergouvernemental, qui aurait laissé toutes ses chances à l'Allemagne et qui lui aurait permis, à long terme, de reprendre une figure dominante au cœur de l'Europe. Donc c'est un projet européen de conservateurs allemands qui y a là derrière. Je discute, les alliés vont me donner des conditions de sortie de guerre, ces conditions de sortie de guerre, je vais les assumer, mais en même temps, mon État allemand est là. Et cet État allemand, eh bien, on va le faire prendre place dans une structure européenne intergouvernementale. Ce sont les pensées du cercle de Kreisau, qui réunit des conservateurs catholiques et des conservateurs protestants, d'où l'importance de l'Église dans le film où passe Stauffenberg. Et en fait, leur projet, il est là. C'est un projet non pas de disparition d'une Allemagne modeste, mais d'une renaissance allemande en Europe, au cœur de l'Europe, à terme, si on arrive à mettre les choses en place. Et c'est en ce sens-là qu'il reste dans une perspective très classique du conservatisme allemand, sans être national-socialiste, un national-socialisme avec lequel ils ont cependant fait un bout de chemin. Et là aussi, regardez bien, milieu des années 50, avec Adenauer, mon Allemagne est de retour. C'est pas un hasard si Pabst vous sort ça à ce moment-là. Et un dernier mot, Farouk, si tu permets, c'est la fameuse. Il y a des similitudes à faire. Ce sont des historiens américains qui mettent le doigt sur les crimes de guerre de l'armée allemande, qui, soit dit en passant, a été innocentée au procès de Nuremberg. C'est une des organisations qui n'a pas été déclarée organisation criminelle au procès de Nuremberg. Donc, la légende, elle peut se mettre en route à partir de là. Eh bien, ce sont des historiens américains, par exemple des ouvrages comme cet ouvrage magistral, ceux du 101e bataillon de Kurt Browning, par exemple, mettent le doigt sur l'armée allemande, un peu comme Paxton mettra le doigt sur la France de Vichy. Donc c'est de l'extérieur qu'on va commencer à mettre le doigt. Mais ça, c'est impossible en pleine guerre froide. Quand l'Union soviétique met le doigt sur les anciens nazis du gouvernement Adenauer, quand l'Union soviétique met le doigt sur la Wehrmacht, puisque c'est à l'Est qu'elle a commis ses principaux crimes, vous ne pouvez pas, en période de guerre froide, rentrer là-dedans. Et donc c'est dans les années 70 que ces travaux commencent, là où vous êtes en pleine détente internationale. Et donc Pabst, il accrédite les thèses dominantes et les silences dominants à l'Ouest au milieu des années 50 dans son film. Ce sont les merci, bravo pour tes lumières. Ce sont les ambiguïtés du film, parce que film, dans sa réalisation, ne peut jamais échapper aux contraintes de son époque. Il essaye de mettre, je pense, moi quand même, pour ne pas accabler Pabst, qui est quand même une grande figure du cinéma allemand ou germanophone, il essaye de mettre les bémols, ce que j'ai dit, le commentaire du concierge de l'église protestante concernant Stauffenberg, mais il ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Et alors, ce qui est intéressant, dans ton analyse, c'est de montrer que c'est quand même des conservateurs, mais l'époque de guerre fait qu'ils sont obligés de se penser en tant que putschistes et d'avoir, au fond, d'anticiper, de reprendre le modèle des bolcheviks en octobre 1917, d'une certaine manière, et d'anticiper sur toutes les conceptions révolutionnaires, guévaristes, le Foucault, n'est-ce pas, un foyer à partir duquel, par tache d'huile, c'est-à-dire par conviction et engagement des masses populaires, eh bien, une révolution s'accroche, se développe et finit par renverser le pouvoir tyrannique contre lequel elle combat. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant de voir des nazis ou pro-nazis légèrement repentis se penser en tant que quasi-bolchevique dans le film. C'est quand même un grand moment. Et avant de te demander de bien vouloir dire le mot de la fin,
Eh bien, ce film, il est à voir. Où ça? À l'Odyssée, votre cinéma préféré, je l'espère. Il est à l'affiche de l'Odyssée jusqu'au 8 février 2022. Et je peux que vous conseiller d'aller voir ce film, de courir le voir ou le revoir si vous l'avez déjà vu, et ensuite de regarder cette suggestion cinéphile de l'Odyssée pour bénéficier et profiter des lumières de qui? De Sylvain Schirman, à qui je demande de bien vouloir dire le mot de la fin, cher Sylvain. Merci, moi je conclurai un peu comme toi, allez voir le film. On vient là de discuter de l'arrière-plan, mais c'est d'abord un magnifique huis clos, c'est ensuite une magnifique fresque épique, c'est ensuite une très belle écriture en noir et blanc, Et un rythme pour et 1h15 un rythme de qui film. tient le spectateur en haleine du début à la fin, à tel point qu'on se laisse prendre, ne serait-ce que pour ce moment cinématographique, indépendamment de l'arrière-toile dont on vient de parler. Il faut aller voir, c'est arrivé le 20 juillet. Voilà. Merci. Merci beaucoup, cher Sylvain. Au revoir, à bientôt.